J'ai du premier coup. Allez, c'est parti du coup. Donc, en tout cas, merci pour l'invitation là à présenter ces travaux, comme tu disais, Lorraine, qui ont été publiés il y a à peu près un an maintenant et qui ont été réalisés en partenariat avec un certain nombre de collègues de l'université de Wageningen. Donc, c'est des travaux que j'ai fait pendant mon postdoc avant d'être recrutée. Donc, les analyses datent voilà plutôt de la période 2020-2021, mais ça a été un peu long dans le processus de publication. Donc, pour redonner un petit peu quelques éléments de contexte généraux dans lequel ce travail il s'est inclus. Donc, c'était dans le cadre du projet européen d'Hiver Impact. Donc, c'est un projet qui a couru entre 2017 et 2022, avec la période du Covid bien en plein milieu, qui a eu un peu un impact quand même sur la façon dont le projet s'est déroulé. Mais en tout cas, voilà, donc ça fait partie de cette vague de projets là sur cette période-là. Et le projet européen d'Hiver Impact, l'enjeu, c'était de travailler autour des questions de diversification et vraiment de s'attaquer à comment on fait pour que la diversification, elle monte en échelle et elle se consolide à l'échelle européenne. Et donc, derrière diversification, là, il y avait une diversité, en fait, de formes de diversification. Donc, à part la partie agroforesterie qui était pas comprise, on avait des cas d'études qui travaillaient plutôt des questions d'association. Il y en avait qui travaillaient sur des questions de double culture, plusieurs cultures sur une année. On a eu aussi des choses autour d'introduire des espèces de diversification dans des questions d'allogement de rotation. Et puis aussi dans des cas, voilà, la combinaison de tout ça. Donc, pas une pratique de diversification, mais une diversité de formes de diversification qui était étudiée dans ce projet européen. Et donc, de manière un peu classique, ce projet-là, il s'organisait en work package avec des work packages, on va dire plutôt d'ordre disciplinaire, avec une ambition de travailler au champ, avec des réseaux d'expérimentation pour travailler cette question de la quantification des bénéfices. Il y avait des choses plutôt à des échelles d'évaluation, plutôt à à d'autres échelles, fermes, chaînes de valeur, etc. Mais une des originalités, alors je ne sais pas si c'est plus, on va dire plutôt peut-être à l'époque, parce que maintenant c'est un peu plus courant, mais en tout cas, il y avait un enjeu de travailler autour de ce réseau de cas d'études. Donc, on avait 25 cas d'études qui étaient répartis à peu près sur l'Europe. Donc, vous avez la carte euh, là-haut. Et une des spécificités, c'était aussi d'avoir un work package dédié à l'accompagnement en fait de ces cas d'études. Et donc ces cas d'études, c'était donc des cas d'études qui rassemblaient une diversité d'acteurs, donc des cas d'études multi-acteurs. Et la caractéristique, c'est ils étaient tous engagés en fait dans des processus de transition. L'ambition, c'était d'essayer de changer, d'engager un processus de transition vers le développement de systèmes diversifiés. Et le Work Package avait pour mission d'accompagner ces trajectoires en proposant un accompagnement qui était basé sur les principes de la co-innovation. Donc proposer des outils un peu innovants, basés à la fois sur une meilleure compréhension des systèmes complexes et aussi avoir une forte activité de réflexivité en cours de processus pour alimenter des processus d'apprentissage entre les acteurs, donc au sein des cas d'études, mais entre les cas d'études aussi. Donc ça, c'était vraiment une spécificité. Et donc, c'est dans ce Work Package-là que moi, j'ai travaillé. Et en fait, quand je suis arrivée dans le projet, on était en fait à mi-parcours, à peu près, un peu avant la mi-projet. Et il y a eu un constat assez partagé, en fait, de la part de différents membres du partenaire du projet et de personnes dans les cas d'études, où on a vraiment tous constaté qu'il y avait vraiment un frein, c'est que en fait, quand les acteurs sur le terrain, que ça soit des agriculteurs, des chercheurs, etc., ils essayaient vraiment d'aller dans ces dynamiques de transition de façon à ce que vraiment la pratique de diversification se mette en œuvre dans les parcelles. Il y avait souvent, les acteurs, ils étaient souvent confrontés à ce qu'on a appelé, nous, des faibles perspectives d'action. C'est-à-dire qu'en fait, il manquait un peu de connaissances, de ressources et d'inspiration, si je parle un peu généralement, mais pour vraiment
vraiment arriver à mettre des choses en œuvre pour atteindre leur objectif. Donc en fait, voilà, il y avait vraiment ce blocage de dire, bah, en fait, on ne sait pas par où prendre le problème et on a beau savoir quand même ce qu'on a envie d'atteindre, ben, on est très vite démuni parce que voilà, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire et on est un peu voilà, sans vraiment solution pour s'engager concrètement dans des choses voilà, qui font avancer la dynamique. Et donc ce constat-là, qui est quand même pas mal remonté plutôt du terrain et des expériences de l'ensemble des personnes avec qui j'ai travaillé, c'était aussi un fait qui avait été quand même assez renseigné dans la littérature par le fait où, en fait, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont vraiment mis en évidence le fait que ce processus de transition vers des systèmes diversifiés, c'est quelque chose de complexe. En fait, quand on dit diversifier dans les parcelles agricoles, derrière ça, en fait, c'est jamais que ça. Et pour faire la diversification, il y a un besoin de mobiliser, en fait, plein d'autres acteurs qu'on n'identifie pas forcément au démarrage, qui travaillent dans plein de secteurs différents et que ces personnes-là, elles ont besoin aussi de changer leur façon de travailler et parfois aussi d'innover de différentes façons. Et donc, ça rend en fait ce processus très complexe. Et un autre élément aussi assez important qui nous aussi nous a aussi beaucoup guidé dans ce travail-là, c'est la question des incertitudes. En fait, il y a vraiment ce constat que quand on est dans ces phénomènes, dans ces dynamique de transition vers des systèmes diversifiés, on fait face à beaucoup d'incertitudes et c'est lié à la fois, c'est assez inhérent à tout ce qui est en lien avec la transition agroécologique, mais on n'a pas beaucoup d'éléments, on est face à des agroécosystèmes qui sont complexes, des relations qu'on n'arrive pas forcément tout le temps à expliciter. Donc, on a voilà, des relations causales qui sont pas forcément connues. Les effets sont hyper variables en fonction des situations. Et donc, en fait, il y a vraiment voilà, ce haut niveau d'incertitude où, en fait, on ne sait pas trop où on va et quand on va mettre quelque chose en place, on ne sait pas trop, finalement, est-ce que l'effet attendu, il va vraiment se passer ou pas. Et donc, ça crée, en fait, un peu ce blocage en disant, ben, on n'arrive pas à avancer parce que on fait face à tout ça. Donc, quand on a fait ce constat en se disant, ben, finalement, c'est ça le problème que les cas d'études rencontrent dans le projet, on a essayé un peu de se questionner, de regarder dans la littérature, finalement, qu'est-ce qui existait comme approche pour essayer de soutenir ce qu'on a appelé, nous, les perspectives d'action, donc c'est-à-dire leur ouvrir le champ des possibles pour qu'ils arrivent en fait à faire des choix dans des choses à mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Et ce qui a émergé cet état de l'art et de la littérature, c'est qu'on avait en fait deux leviers, deux grands types d'approches qu'on pouvait mettre en œuvre. Donc il y avait une première famille d'approches qui était liée en fait au développement on va dire, de systèmes de gouvernance qui intègrent cette question de la complexité. Donc un exemple là que j'ai mis ici, c'est la co-innovation. Donc en fait, on admet dès le départ et on propose des façons de s'organiser dans les projets qui prennent en compte cette question de la complexité. Ou alors une autre façon de faire, c'est aussi de créer en fait des espaces sécurisés. Donc c'est un peu de la mouvance autour des Living Labs, mais plus globalement aussi le terme qui est utilisé dans la littérature, c'est les Sustainability Labs. Et donc, tout ça, l'idée, c'est un premier levier en se disant, si on travaille cette partie-là, on peut aussi aller vers, on réduit l'incertitude et comme ça peut ouvrir certaines perspectives d'action pour les acteurs. Donc ça, c'était un premier champ des études qui était disponible. Et il y avait un certain nombre d'autres travaux qui mettaient aussi en avant que une façon de soutenir les perspectives d'action des acteurs, c'était de réaliser des analyses croisées ou de construire des typologies, des idéal types de façon en fait à organiser des connaissances existantes, en fait de monter un peu en généricité aussi sur une série de plein d'exemples individuels et de façon à stimuler en fait la créativité et l'exploration de nouvelles idées et donc d'ouvrir des perspectives d'action. Donc nous, c'est plutôt dans le deuxième champ, enfin dans cette deuxième tendance dans laquelle on a essayé de travailler et de s'insérer, avec en fait deux originalités
principal parce qu'en fait, dans la littérature, on n'a pas forcément trouvé de choses spécifiques qui traitaient la question de la diversification. Donc, il y avait des analyses croisées pour accompagner des transitions énergétiques, etc. Mais finalement, il n'y avait pas grand monde qui s'était vraiment intéressé à la question de la diversification des systèmes de culture. Et donc, on s'est dit, bah, il y a quand même une spécificité par tout ce que j'ai un petit peu raconté avant, voilà, en lien avec ce type de transition. Et l'autre originalité ou parti pris qu'on a fait, c'est aussi de vouloir combiner une approche qualitative et une approche quantitative, statistique, pour construire la typologie. Donc, ce qu'on avait plutôt vu dans la littérature, c'est que souvent, des fois, c'était plutôt l'un ou l'autre. Et en fait, nous, on s'est dit que on avait bien envie d'explorer en fait la complémentarité de ces deux types d'approches avec cette ambition de pouvoir soutenir les perspectives d'action. Donc, sur la base de tout ce constat-là, ça nous a amené en fait à avoir trois questions de recherche qui ont vraiment en fait guidé l'ensemble de cette réflexion. Donc, on avait une première question qui était vraiment autour de se dire, bon ben, on est à mi-parcours du projet Divers Impact, et donc finalement, c'est quoi pour l'instant? Qu'est-ce que ces cas d'études ils ont fait? C'est quoi les chemins de transition qu'ils ont explorés? Jusqu'à présent, ils n'ont pas rien fait. Donc, comment on peut comprendre en fait comment ils ont commencé à travailler vers la diversification. Ensuite, il y avait une deuxième question en disant, mais finalement, est-ce qu'on voit émerger des similarités entre ces façons de faire et aussi des différences? Et du coup, la dernière question, c'était finalement, en faisant cette analyse croisée, dans quelle mesure en fait on peut ouvrir des perspectives d'action au sein du projet Divers Impact, vu qu'on était déjà à mi-parcours et avec du coup des cas d'études qui commençaient aussi à dire bah, qu'ils étaient bloqués potentiellement dans leur dynamique. Et donc, on s'est posé la question de comment ça pouvait soutenir dans divers impacts des perspectives d'action. Mais l'enjeu, c'était aussi de se dire, bah, finalement, on ne veut pas être utile que au cas d'étude de notre projet. Mais globalement, on a l'impression qu'on peut essayer aussi d'ouvrir des perspectives d'action à d'autres situations, dans d'autres situations, et donc des cas d'études qui seraient complètement extérieurs à cet écosystème de divers impacts. Du coup, pour répondre à ces questions-là, on a eu en fait une approche en trois étapes que je vais un petit peu vous détailler. Donc, la première étape, de manière un peu classique, ça a été une phase de collecte de données. Donc, en fait, on avait besoin à ce moment-là, à mi-parcours du projet, d'avoir une meilleure connaissance, en fait, de collecter des informations sur les cas d'études, où ils en étaient à l'heure actuelle par rapport à l'état dans lequel, l'état initial au moment du démarrage du projet, les objectifs qu'ils avaient, les stratégies qu'ils avaient mis en place et potentiellement aussi tous les apprentissages qu'ils avaient fait chemin faisant. Donc pour collecter en fait ces informations, on a fait le choix de ne pas faire une campagne de collecte spécifique, mais on s'est pour le coup appuyé en fait sur ce qu'on a appelé des self-assessment documents. En fait, c'est des documents de reporting et d'auto-évaluation que les cas d'études avaient produits de manière régulière depuis le début du projet. Donc là, à droite, je vous ai mis un exemple, c'était les learning stories. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu, mais en fait, c'est des documents qui permettent aux cas d'études de faire un point d'étape sur qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont appris. Et donc ça, c'était vraiment la base des données en fait qu'on a utilisées. Et donc, à l'issue de cette première étape, on avait plein d'informations, c'était relativement riche sur les cas d'études, mais des informations qui étaient relativement hétérogènes, parce qu'en fait, c'était beaucoup, voilà, des récits, on avait des idées sur les activités, etc., mais c'était très hétérogène, et on n'était pas en mesure de comparer les cas d'études à ce niveau-là, parce que justement, les niveaux d'information étaient parfois assez variables et hétérogènes. Et donc, ça nous a conduit à cette deuxième étape où on s'est dit, ben, en fait, pour être en capacité de comparer et de regrouper nos cas d'études, il faut aussi qu'on propose un cadre d'analyse pour organiser ces données. Et donc, en fait, ça nous a amené à construire un cas d'étude. Donc, on a fait ça un petit peu de manière,
J'appelle ça abductif dans le sens où on s'est inspiré quand même pas mal de la littérature, mais en fait on a aussi appliqué on a appliqué au cas d'étude et ça nous a aussi amené à affiner parfois le cadre. Donc en fait c'est vraiment une co-construction dans le temps de ce cadre d'analyse. Mais ça nous a amené en fait à identifier 5 thèmes sur lesquels on avait envie de collecter des informations. Donc, ces 5 thèmes, ils sont très liés au fait que on part du principe en fait que la diversification, enfin le processus de transition vers des systèmes diversifiés, c'est un processus qui est donc dynamique et qui implique une diversité d'acteurs et qui doivent travailler, collaborer ensemble pour pouvoir en fait trouver des solutions ensemble. Et donc, pour rendre compte de tout ça, on a identifié ces 5 thèmes, donc à la fois des choses sur les motivations, qu'est-ce qui motive les acteurs à s'engager dans ce phénomène-là, qui sont les personnes qui sont impliquées, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre, donc les activités, à quel niveau ils travaillent et à quel niveau ils ont envie d'avoir un impact, et finalement, quels sont les apprentissages qui sont associés à ce processus-là. Donc ça, c'était les 5 grandes thématiques qu'on avait identifiées. Et ensuite, pour être en capacité de comparer les cas d'études, pour chacune de ces thématiques, on a défini des catégories. Donc par exemple, voilà, pour les cas d'études, on avait une diversité de motivations. On pouvait nous dire, par exemple, réduire les adventices ou stimuler la consommation de légumineuses. Et donc, on a défini, par exemple, pour les motivations, des grandes catégories pour classer ce type d'informations en s'appuyant parfois sur la littérature et parfois aussi sur un peu sur notre expertise. Donc, une fois qu'on a appliqué ce cadre-là, je vous montrerai ce que ça donne après dans la partie résultats. Ça nous a donné une base d'informations sur les 25 cas d'études qui nous ont permis en fait d'aborder notre dernière partie qui était quand même celle à laquelle on voulait prétendre, qui est la partie vraiment analyse croisée, construction de typologie, où l'enjeu c'était bien de se dire bah, qu'est-ce qu'on apprend et enfin voilà, les similarités et aussi les différences entre ces fameuses trajectoires ces trajectoires de transition. Et pour ça, donc, on a eu 2 approches. Donc, la première approche plutôt qualitative, en fait, l'idée c'est que en ayant appliqué le cadre d'analyse aux 25 cas d'études, on a utilisé ces informations-là, mais aussi un certain nombre de connaissances qu'on avait des cas d'études parce que du coup on interagissait avec eux de manière assez régulière pour faire un regroupement plutôt inductif de ces cas d'études. Donc quand je dis inductif, c'est l'idée, c'était de se dire que on cherchait pas voilà une correspondance parfaite entre les profils de cas d'études, mais en fait on a essayé de voir en fait si on voyait des similitudes dans les façons de travailler. Et donc, une fois qu'on a regroupé des cas d'études qui nous semblaient proches, grâce à l'application du cadre d'analyse et les autres connaissances, pour chacun des groupes, on a aussi écrit, fait un récit et proposer un idéal type pour chaque groupe. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une représentation un peu schématique d'un cas type de ce groupe. Donc, en fait, c'est pas exactement un cas d'étude, mais en fait, c'est un peu une synthèse de tout ce qu'on observe et ce qui caractérise vraiment l'essence même de ce groupe. Et une autre étape dans ce travail-là, ça a été aussi de faire un zoom sur la partie apprentissage. Donc en fait, pour chacun des cas d'études, on avait vraiment, grâce aux documents initiaux, des informations sur les apprentissages que ces cas d'études faisaient, ou voilà, ils reportaient un certain nombre de choses qu'ils avaient appris au cours de leur processus de transition. Et donc on a fait une analyse assez approfondie de ça pour essayer d'identifier dans quelle mesure le type de connaissances qu'ils pourraient fournir et donc comment ils pourraient soutenir des perspectives d'action. Donc ça a été toute la partie, l'approche un peu qualitative. Et ensuite, dans un deuxième temps, cette approche qualitative, on a essayé un petit peu de l'enrichir et aussi de tester un peu la robustesse de cette approche, voilà, un peu qualitative, en appliquant une méthode de statistique. Donc ici, c'est l'analyse factorielle multiple pour essayer de faire émerger des proximités. Donc
L'analyse factorielle multiple, en fait, c'est très proche d'approches que vous devez connaître, type ACP, ACM, mais c'est juste que c'est une approche stats qui est adaptée à un jeu de données qui était enfin, qui était celle qu'on avait, à savoir qu'en fait, ça s'applique quand on a un ensemble d'individus, donc nous, nos 25 cas d'études, qui sont décrits par un ensemble de variables qui peuvent être et qualitatives et quantitatives. Donc nous, c'était toutes nos catégories et que ces catégories, elles étaient structurées en thèmes. Donc nous, voilà, on avait nos 5 thèmes et dans chaque thème, on avait plusieurs catégories et un cas d'étude pouvait avoir des motivations, par exemple, agronomiques, pédoclimatiques et sociétales. Et donc, voilà, c'était le type d'analyse qui correspondait bien à ce jeu de données. Et donc, ça nous a permis, en fait, après voilà, d'enrichir. Je vais vous montrer l'approche plus inductive. Donc, en termes de résultats, Euh, donc là, c'était vraiment pour vous montrer l'application, qu'est-ce que ça nous a permis en fait d'avoir ce cadre d'analyse individuelle. Donc en fait, ça nous a permis vraiment de dresser des profils. Donc on est passé en fait d'un de données très qualitatives et descriptives à quelque chose qui, en fait, dans un seul coup d'œil, on peut avoir assez rapidement le profil du cas d'étude qu'on regarde. Donc si on regarde en colonne, on peut très rapidement voir que le cas d'étude 5, en fait, ce qui le caractérise, c'est des motivations pédoclimatiques, agronomiques, etc. Le type d'acteur qui est impliqué dans ce cas d'étude, le niveau auquel il travaille et les activités qu'il a pu implémenter. Donc, on n'est pas dans le détail très fin, mais ça donne en fait un peu une vision globale de la stratégie adoptée par le cas d'étude. Donc, c'est un premier niveau d'analyse. Et donc, comme on le voit très bien ici, hein, c'est bien ce que je disais, c'est que là, en fait, on voit bien qu'il y a une diversité de façons de faire. Et en fait, chaque cas d'étude a son propre chemin de transition vers la diversification. On n'a aucun des cas d'étude qui correspond exactement à un autre. Donc, voilà, c'est chacun évolue évolue dans son propre contexte et expérimente des choses. Mais l'enjeu, c'était quand même d'essayer de dire, est-ce qu'on peut faire sens de cette diversité? Et donc, en appliquant cette approche inductive, au final, on a réussi à faire émerger en fait 7 grands groupes, donc qui regroupent entre 2 et 4 cas d'études. Donc, sur cette représentation, en fait, visuelle, on voit que ce qui discrimine en fait en partie ces groupes, c'est en fait la diversité des participants qui sont impliqués. Donc, et aussi l'échelle à laquelle le cas d'étude il aspire d'avoir un changement ou à l'échelle à laquelle il travaille. Et donc avec en bas à gauche, alors je sais pas si vous voyez la souris quand je montre avec, ouais, vous voyez. Donc en fait en bas à gauche, on a des groupes qui concernent plutôt, enfin des cas d'études qui sont regroupés et qui impliquent principalement des agriculteurs. Quelques autres acteurs de la chaîne, mais en fait déjà de gauche à droite, là on a un gradient. Donc là, typiquement, c'est des cas d'études qui n'ont quasi que des agriculteurs, et là on commence à avoir un peu plus une diversité d'acteurs et qui travaillent en fait à des échelles plutôt système de culture ou exploitation agricole. Et en haut, on a plutôt des groupes qui commencent à impliquer en fait une plus grande diversité d'acteurs, voire même à l'extrême dans le cas 6, en fait, il y a un peu un décentrage où en fait l'acteur qui est vraiment cible dans l'activité de ces cas d'études, c'est le consommateur. Donc on change complètement un petit peu de ouais, de cible d'action et donc des échelles auxquelles on travaille qui sont plutôt les systèmes alimentaires ou les filières. Donc on voit vraiment en fait cette diversité dans les façons de faire et via l'intitulé, on voit aussi les stratégies en fait que derrière ça, cette vision-là en fait, elle est un peu simpliste et ce qui est important et c'est tout l'enjeu, c'est d'aller aussi regarder derrière le narratif. Donc en fait, la description de l'idéal type, c'est ce que je mettais là, c'est en fait cette représentation-là, elle permet de discriminer les groupes, mais ce qui est important, c'est d'aller voir vraiment à l'intérieur, dans le sens où on a essayé de caractériser pour chacun des groupes à la fois la stratégie commune. Donc, par exemple, ici, j'ai pris l'exemple du groupe 2 qui travaille sur la question des coopérations
entre agriculteurs et parfois entre agriculteurs et éleveurs. Et ce qu'on a fait émerger, c'est que dans ce groupe-là, ce qui fait vraiment tronc commun, c'est que tous les cas d'études, ils avaient un peu la même stratégie de se dire, bah, notre objectif, c'est vraiment d'aller documenter et évaluer des coopérations qui sont déjà existantes, plutôt entre des agriculteurs, éleveurs, qui c'est pionnier, donc un tout petit groupe. Mais le fait de documenter et d'évaluer, l'enjeu après, derrière, c'est de... euh, ils avaient la même stratégie de vouloir disséminer cette information. Et donc, ça se répercutait dans les types d'activités qu'on a pu observer, avec à la fois des activités plutôt liées à la production de connaissances, soit par expérimentation, soit par enquête, mais aussi beaucoup d'activités de dissémination, donc des journées portes ouvertes, etc. Et également des activités, alors on a appelé ça lobby, mais en fait un travail autour d'essayer de faire changer les régulations pour permettre que ces nouvelles formes de coopération, elles prennent forme. Donc ça, c'était vraiment un tronc commun et ça permet aussi de faire d'identifier que au travers de ces quatre cas d'études là qui étaient dans ce deuxième groupe, il y avait aussi un dénominateur commun qui était la place en fait de structures de conseil qui était souvent qui était moteur dans ces dynamiques-là et qui avait vraiment un rôle clé dans l'organisation de toutes ces activités. Alors que dans d'autres groupes, on est plutôt sur des rôles clés centraux où c'est les agriculteurs qui sont très porteurs là dans le groupe 1. Donc en fait, voilà, c'est la représentation, elle est un petit peu par ce schéma, elle permet de bien de montrer les groupes, mais pour moi, elle est un peu limitée. L'enjeu, c'est vraiment d'aller voir. Donc, je vais pas avoir le temps de détailler tous les groupes, mais c'est vraiment le cœur du papier. On a une grosse partie où on décrit les idéal types et on rentre un peu dans le détail de ces stratégies, des activités et des rôles des différents acteurs dans, dans les groupes et dans les cas d'études. Donc je reviendrai après en quoi je pense que ça peut soutenir les perspectives d'action. Mais d'un point de vue logique, ça me semblait important de montrer. Donc voilà, ça c'est le résultat, enfin les groupes qui étaient avant, c'est vraiment le résultat de ce processus inductif, qualitatif, qui était voilà, qui était sur la base un peu de notre approche sensible. Et finalement, on s'est dit, bah, cette approche-là, elle peut être remise à discussion parce que on n'est jamais complètement objectif. Et donc, on a décidé en utilisant le même jeu de données, donc c'est ce fameux cadre d'analyse que je vous ai présenté, en disant bah, qu'est-ce que ça donne si on applique une approche statistique et qui va prendre en fait assez bêtement que les caractéristiques qu'on lui donne et qui n'aura pas de bruit sur d'autres informations que nous, on pouvait avoir de manière un peu indirecte. Donc, sans rentrer complètement dans le détail de la lecture du graphe, mais pour les personnes qui sont un peu familières avec les approches ACP et ACM, on retrouve en fait des axes qui donnent des dimensions qui expliquent la variabilité observée parmi les échantillons et qui peuvent s'expliquer par un certain nombre de critères. Mais ce qui est le plus important que je voulais vous détailler, c'est qu'est-ce qu'on a tiré de cette analyse. Et donc, en fait, donc par cette approche statistique, ce qui a été intéressant, c'est que dans certains cas, on a réussi, entre guillemets, ou en tout cas, ça nous a amené à confirmer les groupes qu'on avait identifiés dans la phase inductive. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis en avant les groupes 4, 5 et 6, qui sont relativement, en tout cas sur les dimensions 1 et 2, proches dans l'espace. Et en fait, donc ça confirme ça, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça permet d'objectiver les raisons de la proximité. Donc, en fait, grâce à cette approche-là, on peut dire que le groupe 6, il est caractérisé par un ensemble de cas d'études qui ont tous des motivations sociétales, qui impliquent des consommateurs et qui travaillent à l'échelle des systèmes alimentaires. Donc ça, c'était relativement ce qu'on avait réussi à faire, en tout cas à formuler de manière inductive, mais l'approche statistique a permis de confirmer cette partie-là. Un autre apport de l'approche statistique dans cette activité de typologie, c'est qu'elle a aussi permis, en fait, dans certains cas, de discuter au sein d'un même groupe la proximité de certains cas d'études. Donc là, je prenais l'exemple des cas d'études 1 et 3, donc les deux appartiennent au groupe 7, mais on voit là qu'ils sont, eux, en plus montrés très proches, et donc ça nous permet d'avoir un peu plus d'informations en disant, bah, ces deux-là, oui, oui, ils sont dans le même groupe, mais ce qu'on peut surtout dire, c'est qu'ils ont le même type de motivation, donc d'ordre politique et environnemental.
Ce qui est aussi intéressant, parce que l'idée c'était aussi de nuancer et de discuter l'approche inductive, c'est que en réalisant cette analyse statistique, ça a permis aussi de mettre en évidence que quand on regarde les données de manière statistique, il y a des cas d'études que nous, on avait mis dans un même groupe, qui finalement, quand on regarde ici les graphes, paraissent complètement dissociés et n'ont pas l'air d'être proches du tout. Et un exemple qui est très marquant, c'est le groupe 3 bon, qui est composé que de 2 cas, mais à chaque fois, on voit que ça soit sur les 4 dimensions, ils sont relativement un petit peu à des extrêmes. Et donc ça, c'est lié au fait que nous, on les avait regroupés ensemble du fait qu'ils travaillaient sur une même pratique, donc le strip cropping. Et donc, en fait, nous, on les avait mis très proches parce qu'aussi, en plus, dans le projet, ils avaient tendance à collaborer ensemble. Mais d'un point de vue très factuel, quand on regardait vraiment qui était impliqué, les activités mises en œuvre, eh ben, en fait, ils avaient des choses, des profils assez différents. Donc, ça montre aussi l'intérêt d'avoir ces approches statistiques. Et donc, d'autres apports, c'est aussi sur, ça renouvelle en fait la lecture qu'on peut avoir de certains cas. Et donc, ici, je mettais en évidence que l'AFM, elle permettait de faire émerger des nouvelles proximités. Donc, il y a un exemple assez intéressant à regarder qui est le cas, là ici, les cas d'études 5, 8 et 13. Et en fait, une des caractéristiques qu'ils avaient en commun, c'est que ces cas d'études-là, ils n'impliquaient pas du tout la recherche. Donc nous, c'était pas quelque chose qui nous avait sauté à l'œil ou qu'on avait choisi de mettre en évidence dans notre typologie faite de manière inductive, mais on s'est dit, ah, mais c'est quand même un élément intéressant qui peut mériter de regarder ces cas d'études de manière conjointe par le fait qu'il n'y ait pas de recherche impliquée dans les dynamiques de transition. Et enfin, un dernier élément, c'est aussi que de manière voilà, un peu plus simple, la partie statistique, elle permettait aussi de faire émerger le caractère unique de certains cas d'études qui n'étaient pas forcément faciles à voir là sur le graphe que je vous ai montré avec toutes les petites cellules là. On a du mal à voir, on pourrait le faire, mais en tout cas là, ça permet de faire assez rapidement émerger voilà, des caractères uniques. Donc là, ici, les 2 cas d'études que j'avais pris comme exemple, c'était des cas d'études qui impliquaient des acteurs spécifiques. Donc, par exemple, il y avait le cas d'étude 7, qui était le seul cas, en fait, où il y avait des acteurs de l'amont qui étaient impliqués, donc notamment des semenciers. Donc, ça permettait de mettre en évidence cette caractéristique-là. Ou sur le cas d'étude 22, c'était les seuls à travailler avec des associations de type développement rural. Donc, voilà, du coup, l'enjeu, c'était de se dire, ben, finalement, cette approche-là, elle rebattait un peu les cartes, elle consolidait des choses, mais elle apportait aussi des nouveaux éléments à cette activité de typologie. Donc, finalement, l'idée là, c'était pour finir, parce que je vois que le temps tourne, mais l'idée, c'était de revenir à la question initiale. Donc, je vous ai montré en fait les typologies et à quel point on a pu la discuter, on avait construit. Et l'idée, c'est de dire, bah, finalement, comment ça, à mon avis, à notre avis, avec les collègues avec qui j'ai travaillé, ça permet de soutenir les perspectives d'action. Donc, ce qui est clair, c'est qu'au sein de Divers Impact, pour nous, ça a été vraiment un outil central pour la deuxième moitié du projet. Donc, pour nous, on l'a vraiment utilisé comme on va dire un outil, je mets un outil d'animation, mais on a vraiment utilisé ces résultats-là pour travailler de manière individuelle avec les cas d'études. Donc, en fait, on leur a fait des restitutions où en fait, on leur a présenté plus ou moins ce que je viens de vous présenter, mais en les guidant, en disant, ben voilà, vous êtes là en tant que cas d'étude par rapport aux autres, etc. Et on a aussi utilisé cette typologie-là pour organiser en fait des échanges et stimuler aussi des partages d'expériences entre les cas d'études. Et on a fait ça à l'intérieur des groupes qu'on a pu identifier, mais aussi intergroupes, en se disant, bah, en fait, entre groupes, on peut faire un partage parce que voilà, on partage les mêmes problématiques, donc on peut s'apporter des choses, mais en fait, en discutant entre groupes très opposés, on peut aussi ouvrir les perspectives d'action parce qu'on va aller trouver une idée à laquelle on n'avait pas pensé forcément. Donc, j'avais juste mis là, sans rentrer dans le détail, c'est le témoignage d'un des acteurs de cas d'études quand enfin, on leur avait demandé un peu
une évaluation de ce travail-là et en quoi ça leur avait apporté. Et donc cette personne-là, elle témoigne vraiment bien de cette activité de soutien aux perspectives d'action parce qu'elle dit, bah, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que vous m'avez comparé avec une diversité d'autres situations. Et surtout, ce qu'elle dit à la fin, c'est, bah, moi, ça m'a vraiment donné de l'inspiration pour ouvrir des nouvelles voies et avancer pour la dernière partie du projet. Donc ça, c'était vraiment au sein de divers impacts. Et enfin, l'autre réflexion qu'on a essayé d'avoir, c'est aussi comment bah, ce travail-là, il peut soutenir des perspectives d'action au-delà de divers impacts. Et les deux éléments qu'on apporte ou qu'on essaie de soutenir, c'est de se dire qu'en fait, on espère avoir construit une typologie. Et le fait d'avoir produit ces idéal types, ça permet en fait à des acteurs extérieurs d'assez facilement se positionner et savoir dans quel groupe à quel groupe ils peuvent apparaître. Donc normalement, en ayant des choses assez simples sur qu'est-ce que je fais, qui sont les personnes avec qui je travaille grâce à nos grandes thématiques, l'idée c'est de se dire, ben, normalement, quelqu'un d'extérieur lit la description des groupes et devrait pouvoir se positionner si on a été assez exhaustif dans un de ces 7 groupes et il peut après aller chercher des exemples inspirants dans les autres cas d'études qui appartiennent à ce groupe. Un autre aussi élément important, c'est un travail qu'on a essayé de faire, c'est de mieux caractériser en fait les connaissances ou les types de ressources qui sont associés à chaque groupe, dans l'idée aussi que les gens puissent aller, en fonction des questions qu'ils ont, qu'ils puissent aller piocher au bon endroit. Donc juste pour donner quelques exemples. Ce qu'on a essayé de montrer ici, c'est que bah, typiquement sur le cas, donc le groupe 1, donc qui portait sur plutôt sur des cas d'études qui travaillaient avec de manière voilà autour de la co-conception avec des agriculteurs. Quand on a analysé l'ensemble des apprentissages que ces acteurs-là reportaient dans leur learning history notamment, on a vu qu'il y avait deux grands types de connaissances qui pourraient sortir de là, et à la fois des choses sur des connaissances techniques, voilà, des nouvelles pratiques agronomiques, mais ce qu'on a aussi identifié, c'est que les cas d'études de ce groupe-là pouvaient aussi être très inspirants par rapport aux questions de proposer des nouvelles méthodes et des nouveaux outils pour développer des approches participatives. Et donc ça, en fait, on a aussi regardé la littérature et donc en fait, on a identifié que les cas d'études qui étaient dans ces groupes avaient aussi produit voilà, des articles sur ces thématiques-là, bon, quelques années après la fin du projet, mais c'était pour montrer le type d'exemple. Euh, pour le deuxième groupe que je vous ai un petit peu détaillé aussi tout à l'heure sur la partie coopération entre agriculteurs et agriculteurs-éleveurs. En fait, ce qu'on a pu aussi identifier, c'est que une des ressources ou des sorties de ce groupe-là qui pourrait être intéressante pour soutenir des perspectives d'action, c'est que ces cas d'études-là, en les regardant peut-être de manière transversale, ça pourrait amener à formuler des recommandations sur des nouvelles formes de contractualisation entre agriculteurs, avec à la fois aussi des conditions de réussite et potentiellement d'échec. Sur le groupe 7, par exemple, qui était un groupe qui a beaucoup été sur l'exploration et la compréhension de situations complexes. L'enjeu, c'était, voilà, on a vu que ces cas d'études-là pouvaient plutôt aider à dresser voilà, témoigner de situations complexes et de verrouillage. Et enfin, pour le dernier groupe là tout en haut dont je vous parlais, plutôt autour des consommateurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ces groupes-là, on peut aller par exemple chercher plutôt des témoignages ou des expériences de personnes qui ont travaillé à la question de la commercialisation d'espèces de diversification avec voilà toutes ces activités plutôt de communication, de création de sites internet. Donc chaque groupe, en fait, informe ou peut soutenir les perspectives d'action de façon différente en fonction de ce qui le caractérise. Et c'est ça qu'on a essayé aussi un peu ouais, de mettre en avant dans ce papier de façon à ouvrir les perspectives d'action de personnes qui étaient extérieures au projet et qui ne connaissaient pas forcément les cas d'études. Donc vraiment juste très rapidement pour conclure, pour avoir un temps de discussion. Du coup, ce que je mettais ici, c'est plutôt un- un retour ou une réflexion, on va dire, personnelle sur le fait que moi, il me semble que ce travail-là, il apporte vraiment
des billes sur le fait de se dire que c'est assez important et qu'il y a une valeur à faire des analyses en cours de route de ces processus de transition. Et je sais que voilà, de plus en plus, en tant que chercheur, on a des projets où on doit animer ou suivre ces cas d'études et ces réseaux de cas d'études, et que parfois, eh ben, on se dit, ben, il faut qu'on attende la fin du projet, voire après pour valoriser. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. Il y a vraiment un enjeu à, dès le démarrage, faire des analyses et de suivi de ces cas d'études. Je pense aussi que sur la question des typologies, qui parfois peut être vue comme quelque chose d'assez enfermant, en fait, si on commence un projet en disant on fait des groupes de cas d'études et en fait vous êtes dans ce groupe et puis voilà, vous en bougez pas, avec cette approche un peu quantitative et qualitative, pour moi c'était vraiment très riche pour essayer justement d'adapter la façon dont on peut faire communiquer ou partager des expériences dans ces réseaux-là, mais de manière et en fait de nous donner des informations sur qu'est-ce qu'on peut faire partager et quel est le sujet commun quand on met des gens autour de la table. Donc pour moi, c'était vraiment très riche aussi en termes d'animation. Mais à la fois, bah, ces travaux-là, pour moi, ça soulève aussi pas mal de questions aussi sur comment on s'y prend, parce qu'en fait, il y a pour arriver à faire ce type d'approche, il y a un certain besoin de données et en fait, du coup, il y a un certain coût auprès des acteurs de terrain en fait pour aller collecter ces données-là qui sont pas forcément des choses sur lesquelles ils ont l'habitude de capitaliser. Et donc, il y a un peu une balance à trouver entre le coût que ça demande d'avoir des données de qualité pour nous être en capacité de faire ces analyses et que à la fois, voilà, ça leur prenne pas trop de temps. Donc voilà, il y a un enjeu aussi de sensibilisation, d'essayer d'expliquer pourquoi c'est important qu'on fasse ces analyses en cours de route. Et il y a aussi cette idée de se dire, bah, finalement, oui, faire les typologies, essayer d'avoir ces exemples inspirants, d'en tirer des connaissances génériques, ça semble intéressant, mais pour moi, je pense que ça questionne. Je pense pas que ça suffise à soi-même, enfin, que ce soit suffisant pour vraiment aider à déverrouiller et à faire que la diversification, elle se passe vraiment dans les champs. Je dis pas elle se passe pas du tout, mais en tout cas, il y a un enjeu aussi à voir comment ces approches-là, elles se combinent à des approches un peu plus macro que je vous ai mis aussi dans l'état de l'art, sur la façon dont on conçoit les projets et même voilà comment les régulations, elles sont faites aujourd'hui, le système. Donc voilà, il y a un peu ces questions de comment on combine à la fois ces exemples inspirants, mais aussi comment on fait bouger un peu le système par le haut pour que ça débloque les situations. Voilà, j'ai fini. 42 minutes, c'est un peu long, je suis désolée. J'ai fait le plus vite possible. J'espère que c'était quand même clair. Et puis, euh, je suis ouverte aux questions.